Parlons à présent de l'éducation, qui est d'ailleurs une branche du secrétariat dont vous avez le charge au sein de votre parti politique. Quel regard vous avez aujourd'hui, personnellement, du système éducatif de notre pays? Merci. Et à l'entame de l'émission, je disais que le tableau est noir. Et vous me dites, il n'y a pas de points de lumière. Je dis non. Ce que je dis, je viens d'expliquer pour le secteur agricole. C'est pareil pour le secteur de l'éducation. Aucune tache blanche. Qui est pourtant, je dis bien, qui est pourtant l'assurance de notre nation. C'est-à-dire que on ne peut pas aller au développement, on ne peut pas aller à la paix, on ne peut pas aller à la sécurité si l'éducation n'est pas bien assurée. C'est le fondamental. Mais ce secteur, eh bien, il connaît les déboires que je viens d'énumérer pour l'agriculture. Alors, nous allons également les feuilleter un tout petit peu. Pendant que, si vous voyez, au règne de notre papa, le président Yahya Boni, il parlait, disons, de l'éducation universelle. Et progressivement, on allait à l'éducation universelle sur 12 ans. C'est-à-dire que tous les enfants qui ont entre 3 ans et 15 ans, leur éducation devrait être assurée par l'État. Qu'ils soient dans l'éducation formelle ou informelle. C'est-à-dire que même ceux qui sont dans l'apprentissage, ils étaient pris en charge. C'est-à-dire les ateliers d'apprentissage étaient recensés et on payait de l'argent à ces ateliers pour l'éducation qu'ils donnent aux apprentis. Et les examens pour qu'ils obtiennent leur parchemin, tout ça là, l'État y mettait de l'argent. L'éducation formelle, vous avez vu la gratuité de l'enseignement primaire et qui progressivement allait. Mais aujourd'hui, tout a été abandonné. Et du coup, la conséquence, vous avez vu, la fréquentation des enfants de l'école a commencé par tomber. Éducation primaire, le taux de scolarisation est tombé de 20%. Secondaire, universitaire, pendant que la population est galopante, c'est-à-dire la poussée démographique, la flèche, elle est presque verticale vers le haut. Ça veut dire que le besoin d'éducation devient crucial. Donc, où le nombre d'enfants qui vont à l'école devrait, si tout était normal, doubler tous les 5 ans, eh bien ici, ça décroît. Le taux de scolarisation est en train de tomber. C'est la faute à qui? La faute au gouvernement, au régime. Pourtant, des efforts se font au niveau de l'enseignement primaire, par exemple. Quels sont ces efforts? La cantine scolaire, ça permet de... On dit qu'on donne des repas chauds aux enfants. Mais si les enfants ne sont pas à l'école, vous allez leur donner le repas chaud où? Pendant que le nombre d'enfants qui vont à l'école diminue, à qui vous donnez ces repas chauds-là? Il faut d'abord faire en sorte que les enfants aillent à l'école avant de prétendre leur donner des repas chauds à l'école. Comment faire pour que ces enfants aillent à l'école? Non, je n'ai même pas encore fini de faire le diagnostic. Ça, c'est au niveau du taux de scolarisation. L'encadrement, les enseignants. Vous savez que depuis 2016, il n'y a pas un seul recrutement d'enseignants. Et l'effectif des enseignants est en chute libre. On fabrique un mécanisme qu'on appelle s'il n'y a pas aspirana. le besoin, il ne faut pas faire de recrutement juste pour recrutement. Mais comment chaque année les gens vont à la retraite? Les enfants, par manque de matériel et d'enseignants, ils sont surpeuplés dans les salles de classe. Le besoin ne fait que croître. Chaque année. Chaque année. Puisque le besoin d'éducation croît, eh bien, le besoin de matériel, le besoin de personnes aussi doit croître. Et dans ça, on n'a pas fait de recrutement pendant 9 ans. Et aujourd'hui, l'effectif des enseignants est tombé de plus de 50%. Oui. Et malgré ça, on ne veut pas faire de recrutement. C'est des promesses sur promesses. Depuis la première année jusqu'à l'an 9,
c'est des promesses de recrutement. Donc c'est à croire que on veut fermer l'école. Et dans les théories politiques, une politique, un choix qui va vers la fermeture de l'école, eh bien, la conséquence, c'est qu'on veut mettre en esclavage ce peuple-là. Parce qu'on dit quand tu peux mettre un peuple en esclavage, il faut détruire son système éducatif. Donc, si on a un choix, une politique, une gouvernance qui tend vers la fermeture de l'école, ça veut dire que c'est une gouvernance qui tend vers la mise en esclavage du peuple béninois. Et je me demande, quel intérêt nous avons à mettre un peuple en esclavage? C'est le peuple qui doit coproduire avec les dirigeants le développement. Les dirigeants eux-mêmes là, ils pensent aller vivre où? Après leur gestion. Parce que si, à la fin de leur mandat, ils se retrouvent avec un peuple en esclavage, avec un pays où l'éducation est à terre, avec un pays où l'agriculture est dans le chaos, je me demande comment eux-mêmes ils se sentiront à l'aise. Sauf si on veut croire à ceux qui pensent que non, c'est un régime qui n'est pas venu pour connaître une fin dans leur pensée. Donc, c'est le seul argument qui peut justifier une telle démarche. Mais si c'est un régime qui pense à une fin, eh bien, ils vont chercher à laisser un pays prospère pour que, à la fin, qu'ils puissent vivre le bonheur partagé avec le peuple. S'ils pensent à une fin. Donc, cela laisse à croire que ceux qui disent que ce régime ne pense pas à sa fin, c'est de dire peut-être qu'ils ont raison. Sinon, il n'y a pas une hypothèse qui peut justifier le comportement ou la gouvernance que nous vivons aujourd'hui. Alors, docteur, qu'en est-il des conditions de vie et de travail des enseignants? Ah, mais là, c'est la catastrophe. Comment ça? Vous n'écoutez pas les plaintes comment on appelle, des AME, puisque c'est le mécanisme qu'on a inventé pour suppléer au manque d'enseignants. On dit aspirants. Des gens qui ont fait l'école normale, qui ont le BAPES, le CAPES, c'est-à-dire ils ont choisi de servir l'école. Et ils ont été formés pour. Depuis 9 ans, on dit, non, vous êtes aspirant au métier. Alors, quelles conditions faut-il remplir pour être enseignant? En plus de cela. Parce qu'on ne veut pas les recruter, on dit, vous êtes aspirant. Et les conséquences, c'est quoi? Quand vous êtes aspirant, vous êtes sous-payé. Et votre salaire ne connaît pas une croissance dans le temps. Le salaire de démarrage est le salaire de fin. Parce qu'un fonctionnaire normal, tous les 2 ans, il voit son salaire augmenter. Mais vous êtes aspirant, vous êtes sous-payé, vous avez le plus bas salaire, et ce salaire ne connaîtra pas d'évolution dans le temps. Pendant que le jeune qui entre dans ces métiers, il va se marier, il va faire des enfants. Donc, le besoin, ces besoins vont croître, vont augmenter, mais pendant ce temps, son revenu qui est déjà bas va rester stationnaire. Il est surexploité parce qu'on lui donne un quota horaire plus élevé que celui des ce qu'on appelle enseignants normaux. Et pire, son quota horaire n'est pas forcément dans une seule école ou dans un seul collège pour le cas des collèges. Vous pouvez avoir 10 heures ici, avoir 5 heures à 30 km, avoir 5 heures à 40 km. Donc, vous allez... Ça dit que c'est... Non, calvaire, c'est peut-être trop faible. C'est la misère. Non, c'est l'enfer pour les AME. C'est l'enfer. L'enfer dont les Écritures saintes nous parlent, c'est peut-être ça qu'on vit sur terre. Avec les AME. Dans ces conditions, on peut comprendre pourquoi l'école est en train de tomber. Qu'en est-il de l'enseignement primaire et supérieur? C'est pareil. C'est pareil. Là-bas même, parce qu'ils s'étaient battus pour avoir une indépendance, il fallait que les universités aient une certaine indépendance, de choisir leurs responsables, les recteurs,
les douaniers étaient élus par leur père, etc. Ils avaient une certaine autonomie, mais aujourd'hui, non. Ils sont dans... voilà, vous êtes là, on vous nomme, comment on appelle, votre responsable. C'est le choix du gouvernement. Comment organiser c'est un recul. Supérieur. C'est un recul. Parce que la démocratie, c'est une marche. Et ça va progressivement. Donc quand vous montez, vous êtes à un niveau et on vous ramène au sol, c'est qu'on vous ramène au point de départ. Et l'effort qui a été consenti pour faire cette marche. Vous voyez, de 90 à aujourd'hui, on a connu le régime du président Soglo, le président Mathieu Kérékou, le président Yahi, on est au 4e. Si celui-ci dit, bon, je neutralise tout ce que les autres ont fait, et je ramène tout à zéro, et j'implémente mon moment politique, ça veut dire qu'il annule tout ce qui a été fait comme effort par les prédécesseurs. Ça ne fait pas avancer le pays. Ce qui est sûr aujourd'hui, puisqu'on a fait un choix démocratique, ce qui est sûr, ce régime va connaître une fin, à moins qu'on dise que la démocratie n'existe plus, ce que je ne pense pas que le peuple va accepter. Donc la démocratie va continuer et le peuple va exiger cela. Donc si la démocratie va continuer, eh bien, ça veut dire que ce régime, comme les régimes passés, va connaître une fin. Il y aura une alternance. Il y aura une alternance. Docteur, attendez. Vous avez parlé de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, mais pas une seule tache blanche de la gouvernance. Bon, si vous en connaissez, il faut dire, parce que ce qui apparaît théoriquement comme une tache blanche, quand vous y regardez de près, c'est qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. On a mis en place le Conseil national de l'éducation. C'était pour penser, disons, le développement de l'éducation, faire des propositions pertinentes aux dirigeants. Mais c'est quand on a mis le Conseil national de l'éducation en place qu'on vit tout ce que je viens de dire. Et ce qui anime cette institution, pour les quelques-uns que je connais, c'est les cadres les plus imminents qu'on a mis à cette institution. Il y avait Paulin Rotondi, personnel. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc ça veut dire que c'est une institution que certainement on ne laisse pas fonctionner. J'ai dit, c'est une institution qui certainement ne fonctionne pas. Sinon, on allait avoir de la valeur ajoutée dans l'éducation si cette institution fonctionne. Je ne connais pas les secrets de l'institution, mais on s'attendait à avoir une valeur ajoutée. S'il y avait de valeur ajoutée, on allait dire que la mise en place du Conseil national de l'éducation était une tache blanche. Donc, ce qui peut apparaître comme une tache blanche n'a pas de valeur ajoutée. Donc, c'est comme si cette tâche n'existait pas. C'est comme si la tâche n'existait pas. Alors, donc, c'est pourquoi je dis... Que propose le Parti des démocrates pour donner à l'école béninoise toute sa dignité? Voilà. Il faut, disons, faire de l'éducation, comme cela a été annoncé dans nos textes, une priorité. Parce que la Constitution dit que l'éducation est la première priorité de l'État. Il faut en faire une réalité. Ça avait décollé, ça avait commencé, mais c'est retombé. Il faut en faire... Depuis 2016, c'est ce que j'ai dit, c'est depuis 2016. 2016. Ça dit que c'est la date noire. Et c'est pourquoi je dis même il faut créer la journée de libération de la République. Journée nationale de libération de la République. Et cette journée va être donc la célébration de la reprise donc du développement de tous les secteurs, y compris l'éducation. Parce que 2016 a été l'année donc du déclin de notre République. Et il faut remonter, il faut consacrer une journée à cela parce que ça va être un événement. Hein? Ça va être, la récupération de notre démocratie va être un événement. Comme la conférence l'a été. Je ne sais pas
quelle sera l'occasion, mais ça va être un événement. Il faut créer donc une journée de libération de la République. Alors, pour relancer donc le secteur de l'éducation, il faut en faire une priorité dans la pratique. Il faut reprendre le secteur de l'éducation en impliquant tous les, comment on appelle, tous les acteurs de ce secteur. Donc, les enseignants en premier. Vous avez vu, bon, vous allez me dire pourquoi toujours ma référence est le règne du président Yahya Bouni, puisque là au moins les indicateurs sont clairs. Dans son esprit du social, eh bien, c'est le président qui a amélioré les conditions de vie et de travail des enseignants au mieux. Même l'élection des recteurs et des doyens, c'est sous lui ça a eu lieu. L'amélioration des salaires des enseignants, c'est sous lui ça a eu lieu. C'est le régime qui a construit le plus de salles de classe, d'amphithéâtres. Et pour faciliter l'accès à l'éducation, le nombre d'écoles de salles de classe a été multiplié par 2. Il a créé des centres universitaires, des universités un peu partout, pour que les enfants qui réussissent au bac ne puissent pas ne pas faire l'université du fait que l'université est éloignée de la résidence de ses parents. Des universités ont été créées, ont été multipliées partout. Des centres universitaires dans presque toutes les communes pour que l'enfant puisse aller à l'école. Et pour faire de l'éducation, disons, adapter les curricula aux besoins de l'économie, vous avez vu les lycées agricoles, les lycées techniques, les lycées industriels ont été multipliés. On ne connaissait que le lycée agricole de Sékou et le collège agricole de Inan. C'est les deux que nous connaissons. Mais aujourd'hui, dans presque toutes les communes, si vous n'avez pas un lycée agricole, c'est technique, c'est industriel, les centres de métiers ne commencent pas à exister, où vous pouvez aller apprendre un métier, la couture, etc. etc. Est-ce que ces universités, ces écoles sont encore ouvertes? Mais malheureusement, c'est pourquoi je parle de recul. La plupart de ces universités ont été fermées. La plupart des centres universitaires ont été fermés. La construction des amphithéâtres a été arrêtée. Les recrutements des enseignants, même au supérieur, ça a été gelé. C'est pourquoi je disais que certainement qu'on est en train d'aller vers la fermeture de l'école sans nous le dire. Et les conséquences sont connues aujourd'hui. Des enfants sont admis au bac, ils ne peuvent plus s'inscrire dans une université. Et la majorité des enfants qui réussissent aujourd'hui au baccalauréat, ils sont à la maison, ils ne peuvent pas s'inscrire. Parce que pour s'inscrire, il faut peut-être changer de ville. Les parents n'ayant pas de moyens, bon, ils disent, bon, je m'en arrête là. J'ai plus de moyens de continuer. Donc, il faut en faire une priorité. L'éducation universelle, il faut mettre ça en pratique. Ça permet à l'État de prendre sa responsabilité. Puisque l'éducation est la première priorité de l'État et que c'est entre 3 ans et 15 ans que l'éducation est fondamentale, il faut que l'État assure cette responsabilité. Si, tel que ça avait démarré sous le président Yahya Bouni, on avait continué, peut-être aujourd'hui, on serait déjà à 100% de la prise en compte des besoins d'éducation de cette tranche-là. Est-ce que vous avez eu un message à la jeunesse? Et la jeunesse, ce que j'allais dire à la jeunesse, c'est de dire que l'espoir est encore permis. L'espoir est permis. Ce n'est pas le déclin total. Il faut que la jeunesse se lève et se joigne au parti de combat, qui est le parti Les Démocrates, Pour faire quoi? Pour sauver la République. Comment ça? Eh oui, parce qu'aujourd'hui, pour reprendre les recrutements, pour reprendre en main la formation
eh bien, il faut que ce régime, heureusement, ça tire vers la fin. Donc, il y aura une fin à ce régime et le Parti des démocrates est prêt aujourd'hui à relever le défi. Nous nous y sommes préparés, nous sommes prêts à relever le défi. Et c'est le parti aujourd'hui qui se montre de façon technique et de façon politique, qui se montre capable de relever le défi. Et c'est pourquoi donc je demande à la jeunesse de ne pas rester à l'écart de ce combat qui est celui du parti Les Démocrates et de son président, le président Dr Yahya Boni. Donc il faut qu'ils viennent à ce combat pour qu'ensemble nous puissions relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Défis de l'emploi, défis de l'éducation, défis de développement à travers l'agriculture qui est notre levier principal, etc., etc. Donc, l'espoir est encore permis, mais à condition que la jeunesse se mobilise autour du parti Les Démocrates, qui apparaît aujourd'hui comme la porte de sortie. Et je puis dire que nous y sommes prêts. On s'est préparé pour ça. D'accord, docteur. Donc, je fais un appel à la jeunesse et puis nous allons relever le défi. Après la jeunesse, docteur Adam Kondé, vous avez certainement aussi un message à l'endroit des producteurs, à l'endroit des enseignants. Oui, à l'endroit du peuple tout entier. Et notre président, le président Yahya Boni, n'a de cesse de nous le répéter. Le parti a la main tendue. Le parti a la main tendue. Eh bien, les filles et les fils du pays n'ont qu'à accepter cette main tendue pour qu'on puisse sauver notre démocratie, pour qu'on puisse restaurer les acquis démocratiques. Parce que dans le déclin, dans le déclin de notre démocratie, nous avons connu ce qu'on ne connaissait pas. Les prisonniers politiques, les exilés politiques, etc. Donc, ensemble, s'ils acceptent la main tendue du parti et les démocrates et de son président, Dr Thomas Boni Yayi, nous allons sauver la démocratie. Nous allons restaurer les acquis. Les détenus politiques seront libérés. Les exilés vont rentrer. Les assises auront lieu et nous allons repenser, disons, le développement de notre pays ensemble. Et il n'y a pas de doute qu'il fasse confiance au Parti des démocrates parce que son président, ils l'ont vu à l'œuvre. Ils l'ont vu à l'œuvre. Il a géré avec amour. Il a géré avec technicité, mais surtout avec amour. Et c'est cet amour, cette fraternité que le parti est en train donc d'impulser au niveau de notre politique pour que ce pays soit sauvé, pour que la République soit sauvée. Vous venez de parler à la jeunesse, vous venez de parler aux enseignants et aux paysans. Est-ce que vous avez un message aux partis politiques, à toute la classe politique qui nous regarde? Alors, si j'avais un message aux partis politiques qui, me semble-t-il, sont dans une sorte de désespoir en disant on n'a pas de choix que d'obéir, disons, à celui qui a la commande. À l'exception du parti Les Démocrates qui montre, sans être violent, qu'on peut changer la situation. Eh bien, il n'ont qu'à faire face à cette réalité et décider de servir la République. Parce que les partis politiques, dans leur animation de la vie politique, doivent être au service de la République. Les partis politiques, au même titre que les institutions de la République, doivent revenir au service du peuple et non pas au service d'un individu. Revenons au service du peuple. Et c'est pourquoi le parti du peuple fait cette main tendue. Même le président Patrice Talon, qui a aujourd'hui des difficultés dans sa gouvernance, le parti lui tend la main. Il n'a qu'à revenir au parti Les Démocrates
Parce qu'il me semble qu'il n'a pas de parti. Il n'a qu'à revenir. Vous l'appelez à adhérer au parti les démocrates. Il n'a qu'à adhérer au parti, il va trouver les solutions de toute cette difficulté. Qui vous dit qu'il a des problèmes, des difficultés dans sa gouvernance? Ce sont les faits. Tout ce que je viens de vous dire là, qui met mal à l'aise le peuple, c'est les difficultés de gouvernance. Le parti, les démocrates, a les solutions. Il n'a qu'à adhérer. C'est fort. Hein? À lui aussi, on fait la main tendue. À tout le peuple, à toutes les filles, à tous les fils du Bénin, de l'intérieur comme de l'extérieur. La main du parti est tendue. Qu'ils acceptent la main tendue et le pays est sauvé. Pendant 9 ans, nous avons travaillé. Nous nous sommes préparés pour vraiment restaurer la démocratie avec ses acquis. Pour ramener la paix. Pour favoriser une réelle intégration régionale. Pour reconnecter les peuples, le peuple béninois avec ses voisins, pour que les frontières ne soient pas des murs érigés. C'est vrai, il y aura des règles pour traverser les frontières, mais que ça ne devienne pas des murs érigés. Et il faut qu'on en arrive à dégager toutes les pierres qui sont posées sur les voies, fermer les tranchées, ouvrir pour permettre vraiment l'intégration régionale. Donc le parti invite tout le peuple, y compris les auteurs de la situation, à accepter la main tendue du parti. Et je précise, contrairement à ce qui est distillé un peu partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, contrairement à ce qu'on fait croire à la communauté internationale et aux chancelleries, que le Parti des démocrates est un parti de violence, non. Nous avons la culture de la non-violence dans notre parti. C'est l'éducation que le père fondateur du parti nous a inculqué, ça, la non-violence. C'est un parti de non-violence, c'est un parti de paix. Et c'est pourquoi nous invitons à tout le monde de venir à ce parti et de le constater par eux-mêmes. D'accord, docteur, voilà. C'est la fin. Francis Tchabi. Oui, Clément, merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire à l'éducation nationale, à l'éducation et à la recherche scientifique du Parti Les Démocrates. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à Clément, merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir reçus chez vous. À très bientôt pour un autre entretien.